Bonjour à vous, ODF Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle interview des mémoires de l'ufologie francophone. Aujourd'hui, je rencontre, dans le département de l'Yonne, au lieu-dit Le Grand Ponceau, Gilles Durand, ufologue et membre du SCO, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Bonjour Gilles Durand. Bonjour Gilles Thomas. Pourrais-tu nous parler de l'histoire des associations ufologiques en France? Eh bien en fait l'histoire du milieu associatif qui étudie le phénomène ovni en France, ça commence très très tôt en fait. Je ne sais pas si ça commence pas plus tôt qu'aux États-Unis, parce qu'en fait on a cru longtemps que la première association en France c'était en 1951, donc la fondation de la commission Oranos par Marc Thirouin. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'en 1949, il y avait déjà à Grenoble une première association qui s'est créée, qui était composée essentiellement de techniciens de tous ordres, donc techniciens aéronautiques, en radio, etc. Donc, dont le responsable était Jacques Bacquard, qui fusionnera son association avec la commission Oranos en 1953 ou 4. Cette association n'a pas de nom, je vais dire, parce qu'en fait il n'a pas été retenu par l'histoire. Donc on sait que cette association a existé, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui en faisaient partie. Alors pour l'anecdote, on va dire que cette association ayant été fondée à Grenoble, il s'avère que Grenoble a toujours été une ville ufologique, si j'ose dire, parce qu'il y a toujours eu une association active à Grenoble depuis 1949. Ça ne s'est jamais arrêté. Il y a eu le CFRU, il y a eu l'UGPI, il y a eu les repas ufologiques de Grenoble, ensuite OVNI Grenoble, comme encore aujourd'hui. Enfin, ça n'a jamais cessé. Il n'y a jamais eu de rupture. Voilà. Il y a même eu à Grenoble un des cercles des amis du courrier interplanétaire. Donc c'était Madame Montana qui s'en occupait. Voilà, donc Grenoble était vraiment la ville ovni, si j'ose dire, emblématique. Hein, parce que franchement, à part Paris, où bien sûr il y a toujours eu ici ou là des associations en banlieue parisienne aussi, là Grenoble, qui donc est une capitale régionale quand même, on va dire que c'est un exemple, ouais, qui est disons, remarquable. À partir donc des années 50, les groupes se sont développés en France. Je ne vais pas dire qu'il y en avait beaucoup, ça serait mentir. Il y a eu donc en 1949 cette association à Grenoble, en 1951 la création donc de la commission d'enquête Uranos, qui deviendra ensuite la commission internationale d'études des soucoupes volantes Uranos. Et en 1955 est fondé par un franco-suisse, il est plutôt suisse mais il habitait en France, il a habité à Ferney-Voltaire, ensuite à Avignon, c'est Alfred Naon. Alfred Naon fonde deux choses, deux associations et une revue. Donc les associations s'appellent l'AMI, l'Association mondialiste interplanétaire, et la LAA, la Ligue anti-atomique. Et il fonde le journal Le Courrier interplanétaire. Quand je dis le journal, c'est vraiment un journal. C'est un support papier de presse. Hein. C'est pas une revue en papier glacé, c'est une revue, grand format, pliée en deux comme un journal. À partir de 1955, le premier numéro est encarté dans une autre revue qui s'appelait Initiateur. Et à partir du numéro 3 ou 4, ça devient une revue à part entière et autonome. Elle durera jusqu'en 1967. Elle aura des évolutions, hein,
Mais il y aura toujours une grande partie qui sera vouée aux ovnis, aux soucoupes volantes d'abord, enfin, soucoupes volantes, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Hein. Et donc l'association mondialiste interplanétaire avait des buts. En fait, c'était accueillir déjà, hein, parce que s'il y a la Ligue anti-atomique en parallèle, c'est que la Ligue anti-atomique prône l'arrêt des expériences nucléaires et émet ses doutes sur le nucléaire civil, dès 1955. On y parle aussi du danger déjà, du danger de certaines façons de travailler en agriculture, etc. Les intrants qui peuvent être toxiques, etc. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et en fait, ils sont un peu dans la mouvance adamskiste. Et bien sûr, la mouvance adamskiste, ça veut dire accueillir les entités que Georges Adamski prétend avoir rencontrées. Donc ce qui fera que dans le milieu ufologique, on considérera quand même Naon et le courrier interplanétaire comme de doux rêveurs. Voilà. Mais il n'empêche que ça va prendre en France, et il y aura plusieurs associations qui vont être des déclinaisons de l'AMI, qui s'appelleront donc les CACI, les cercles des amis du courrier interplanétaire. Donc c'est plutôt rattaché à la revue. Donc il y en aura une à Paris, hein, qui sera donc dirigée par deux ufologues, un qui est décédé malheureusement assez rapidement, qui était Daniel Ebrecht, et le second, c'est quelqu'un que beaucoup ont connu, c'est Henri Chaloupec. Ensuite, il y aura un cercle donc à Grenoble avec Yvonne Montana. Il y en aura un à Bordeaux, il y en aura un autre à Gérardmer dans les Vosges. Didier Jean, voilà, c'était le président, c'était Didier Jean. Il y a eu deux, trois autres groupes qui sont nés de cette mouvance. Il y en avait un à Bordeaux, et puis il y a surtout à Marseille, il y a eu également la création d'un groupe particulier. C'était en fait, ça avait un côté un peu scout là, c'était en fait les jeunes intéressés par le phénomène des soucoupes volantes ayant moins de 20 ans. Voilà, c'était assez scoutiste comme démarche. Il y avait beaucoup de membres hein, quand même, il y avait je dirais, peut-être quelques centaines de membres en France du courrier, enfin disons adhérents, enfin abonnés au courrier interplanétaire, il y en avait peut-être plus de 1000, mais au niveau des associations, il y en avait plusieurs dizaines, voire centaines, qui étaient adhérents, parce que le courrier interplanétaire publiait la liste des adhérents régulièrement. Les gens faisaient des dons à cette association, donc on s'aperçoit, si on fait le compte, d'un nombre assez important de membres hein, quand même. Alors ça c'est vraiment la genèse de l'ufologie française. Il y a quelqu'un qui faisait partie donc du courrier interplanétaire, enfin et de l'AMI, c'était Raymond Vélite. Et en 1958, Raymond Vélite prend son envol, hein, il vole de ses propres ailes et il crée en février 1958 Lumière dans la nuit. À l'époque, Lumière dans la nuit parle accessoirement de soucoupes volantes, sous la plume d'Aimé Michel, essentiellement. Mais il ne parle pas que de ça. Il développe un peu les bases que l'AMI et le courrier interplanétaire avaient mis en place, c'est-à-dire le végétarisme, l'agriculture propre, moins l'anti-nucléaire, mais il n'empêche que le courrier interplanétaire et LDLN, quand même, sont des associations, enfin, des revues, organes d'associations précurseuses au niveau de l'écologie. Ça me paraît de plus en plus évident. On est donc dans les années 50. Hein. Donc LDLN donc, paraît toujours aujourd'hui, il a suivi de multiples évolutions. Alors, en 1959, si je ne m'abuse, ou 60, il y a un groupe qui est à la tête duquel se trouve
comment il s'appelle, François Coutaine. François Coutaine est aussi une émanation et du LDLN et du Courrier interplanétaire. Et il crée avec un groupe, le CIGM, il crée avec ce groupe une revue qui s'appelle La Vie interplanétaire, qui va durer peu de temps. Ça va être publié sur l'espace d'un an ou deux, pas plus. Alors à partir de là, il y a des groupes qui vont se développer à partir du milieu des années 60, je dirais. Alors, il y a le groupe de Guitarade à Nice qui va publier une revue qui s'appellera Vimana, ne pas confondre avec celle de la Drupe dans Côte d'Or qui s'appellera également Vimana, mais Vimana 21, dans les années 70. Donc en fait, au fur et à mesure, les associations se créent, le GEOS. Alors au départ, le GEOS est suisse. Mais très vite, Gérard Lebas crée une antenne française et en fait, il ne subsistera à terme que l'antenne française. Ça fait penser un peu à l'AESV plus tard, qui est créée en Suisse et qui en fait se développe en France, et l'antenne suisse baisse d'activité ensuite. Un peu pareil. Donc dans les années 60, il y a ça, il y a donc le GEOS. Alors le GEPA donc, est fondé en 63 par une vingtaine de personnes à peu près. Et ce sont tous des gens qui viennent également donc du courrier interplanétaire, enfin de l'AMIT, le courrier interplanétaire, de Lumière dans la nuit, et d'autres petits groupuscules comme celui de François Coutaine. Et ils se regroupent tous sous le sigle du GEPA, donc le groupement d'études des phénomènes aériens, à la tête duquel, et c'est quand même important de le signaler, c'est un militaire, c'est un général de l'armée de l'air française, donc le général Chassin, Lionel Max Chassin, et qui décédera dans les années 70, au début des années 70, et c'est René et Francine Fouéré qui reprendront le flambeau en tant que secrétaire général. Il y aura toujours un président, mais c'est quand même eux qui seront les chevilles ouvrières du GEPA, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le GEPA va perdurer jusque dans les années 80. Il aura sorti une cinquantaine de numéros de sa revue, qui serait une revue vraiment emblématique et qui sera une référence mondiale de l'ufologie en France. Plus que LDLN, mais plus qu'Uranos, et plus que toutes les autres petites revues qu'il y aura autour. Disons qu'il y a plusieurs, dans le milieu francophone, il y a plusieurs revues emblématiques. Il y aura un Forespace en Belgique, le GEPA en France. Ensuite, au Québec, on peut dire que UFO Québec sera une référence aussi. À partir des années 70, il y a une accélération des choses, grâce entre autres à Jean-Claude Bourret, à LDLN qui a développé un réseau d'enquêteurs à travers, donc à partir de 1967, peut-être même 66, d'un réseau de cercles LDLN. Donc les cercles, parce qu'il faut savoir que LDLN n'est qu'une revue au départ. Enfin, il ne restera qu'une revue. Il n'y a pas derrière d'association qui soutient la revue. Donc en fait, c'est à travers des cercles départementaux, régionaux, parfois plusieurs cercles dans un même département. C'est-à-dire qu'on arrivera à avoir à peu près, si on les cumule, il y aura entre 60 et 70 cercles à travers la France. Donc c'est énorme. Il y en a qui ont été beaucoup plus, disons, actifs que d'autres. Il y en a qui se sont fusionnés les uns avec les autres, parce que quand il y en avait plusieurs dans le même département, etc. Alors ceux qui étaient très actifs en région parisienne, c'était le cercle LDLN de Fontainebleau-Avon, avec Roland Hennequin à sa tête, et puis d'autres personnes qui maintenant ne font plus du tout l'ufologie, mais que je connais personnellement. Ensuite, il y aura le cercle vosgien Lumière dans la nuit, il y aura le cercle lyonnais Lumière dans la nuit, et donc ces cercles deviendront indépendants et des associations à part entière.
Donc à partir de ces cercles LDLN et du développement, je dirais, du boom provoqué par la longue vague qui va commencer en 1973 et qui va perdurer jusqu'au début des années 80, je ne vais pas dire que ça sera presque 10 ans, mais pas loin. Hein. Une longue vague avec fluctuante, c'est-à-dire avec des pics et puis des baisses, mais des pics qui reviennent assez rapidement, quoi. Donc il y a du 73, du 74, du 76, 77, du 79, et ainsi de suite. Et là, il y a un boom d'associations. Il y a plus d'une association par département. Donc il y a 95 départements métropolitains, plus les dom-toms. Il y aura plus d'une association par département. Et à ce moment-là, ça va être des petits groupes ou des groupes plus importants. Beaucoup voudront faire une petite revue. Certaines des revues n'auront qu'un numéro, mais d'autres auront 40 numéros, 50 numéros. Plus pour certaines. Hein. Il y a des revues qui ont atteint la centaine de numéros. Alors c'était très structuré, ça s'est vraiment structuré à partir du début des années 70. Il y avait la revue, il y avait la circulaire interne, il y avait les numéros spéciaux, il y avait les dossiers spéciaux, il y avait les monographies, etc. Il y avait les catalogues, il y avait toute une panel de choses éditées et diffusées. Je dirais on va dire que ça a touché au niveau personnel dans les associations, hein, en général dans ces années-là, 4 à 5 000 personnes peut-être. Je veux pas. C'est une évaluation presque au pifomètre, hein, quand même. Il ne faut pas non plus la considérer comme précise. Mais c'est plusieurs milliers de personnes, ça c'est évident. Il y avait des groupes qui avaient 150 adhérents, il ne faut pas oublier. LDLN, en 1998, avait délivré 8000 cartes d'enquêteurs, ce qui est quand même énorme. Ouranos a délivré plus de 1200 cartes d'enquêteurs. Et ces gens-là c'était pas, tous ne cumulaient pas 2 cartes d'enquêteurs. Et il y a plein d'associations qui ont eu des dizaines de membres. Et ça, au bout d'un moment, je vous assure, en les additionnant les uns aux autres, on arrive à plusieurs milliers, quoi. C'est évident. Et le saut, en travaillant sur des listes qu'ils retrouvent dans les fonds qu'ils sauvegardent, parfois on voit par exemple l'INSA Méditerranée, il y avait quand même 80 membres. Voilà. Et là, on est dans les années 80. Hein. Donc en fait, ça c'est, je dirais, c'est l'âge d'or de l'ufologie française, les années 70. Il y a des associations partout, il y a des veillées tout le temps, il y a des veillées nationales organisées par LDLN. Donc il y a plein de revues qui sortent. Certaines disparaissent aussitôt, mais d'autres perdurent 10 ans. L'AMT a édité sa revue pendant 10 ans, hein, à 4 revues par an. Oh, c'est quand même pas mal. Hein. Donc il y a 41 numéros exactement. Voilà, donc sans compter les numéros spéciaux bien sûr. Pareil, hein, les extraterrestres, la revue du Géos a évolué pour devenir hypothèse extraterrestre. Pareil, il y a eu une soixantaine de numéros en tout, parce qu'il y a eu 2 périodes de la revue des extraterrestres, la série originale et la nouvelle série. Et ensuite, il y a eu donc hypothèse extraterrestre qui était une 3e série. Donc ça va très vite, hein. On monte en charge au niveau des revues. On s'aperçoit que le saut dans sa quête et sa recherche de toutes les revues afin de les numériser, on est à 10 000 numéros à peu près. Hein, c'est quand même pas négligeable. On sait que ça va très vite, hein, quand tu as plus de 400 numéros de LDLN, évidemment. Hein, là, mais tu as des circulaires, par exemple, qui ont fait 300 numéros. Donc c'était des circulaires internes, c'est qu'il y avait 4 pages, hein, mais ça a duré des années. Ou alors on a eu des revues hebdomadaires, donc, il y avait 4 par mois. Donc, enfin, pas des revues, des circulaires hebdomadaires, des bimestriels, des bimensuels, je veux dire.
etc. Bon, il y avait tout type de variations dans l'édition. On avait, ça allait de l'hebdomadaire jusqu'à l'annuaire, qui paraissait qu'une fois par an. Voilà, comme celui du Sigu, par exemple. Mais donc à la fin des années 70, il y a l'affaire de Cergy Pontoise. Et puis il y a aussi la nouvelle ufologie avec le livre de Monnery et si les ovnis n'existaient pas. Il y a le naufrage des extraterrestres, etc. Donc il y a plusieurs livres. Et il y a la nouvelle ufologie qui s'installe avec des gens comme Thierry Pavillic, Jacques Scorno, d'autres, Bertrand Meheust. Voilà, donc il y a un certain nombre, donc Dominique Caudron, enfin d'autres ufologues. Je ne vais pas être méchant, je dis que j'en fais un peu partie aussi. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui perdent leurs illusions. Pensaient qu'on savait ce que c'était que les ovnis, que c'était extraterrestre, un point c'est tout. Et là, on remet en question leurs valeurs, leurs croyances, on va pas dire autre chose, hein, leurs croyances. C'est là qu'il y avait des gens qui n'enquêtaient que sur des cas, ou qui ne mettaient en ligne, enfin pas en ligne, qui ne publiaient que des cas qui allaient dans le sens de leurs hypothèses. On en parlait hier. Hein. Voilà, donc ça a remis beaucoup de choses en cause. Et puis l'affaire des Cergy Pontoise, ça a beaucoup détruit les choses aussi. Ça a détruit le milieu. C'est aperçu qu'un des cas qui n'est les plus médiatisés qu'il y ait eu en France, et même ça a dépassé largement les frontières de la France, hein, ce cas. Pas simplement dans les pays francophones, partout. On peut retrouver des articles sur Cergy Pontoise en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, hein, peut-être même de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Je ne vais pas dire au Québec, c'est normal, mais aux États-Unis c'est possible aussi, mais en Grande-Bretagne aussi, c'est certain. Voilà, donc cette affaire a fait un boom, et puis elle a fait un flop. Et le flop, il a englouti des tas de personnes qui se sont désintéressées de l'ufologie à ce moment-là. Il a fallu tout reconstruire. À partir des années 80, il a fallu tout reconstruire. Donc il y a eu des associations qui sont, donc toutes celles qui ont disparu, alors là il y en a des dizaines qui ont disparu, hein, ça c'est clair. Il y en a qui ont fermé les boutiques à ce moment-là, ou alors qui se sont mis en sommeil. Et qui en fait se sont mis en sommeil, mais à bout d'un moment, n'ont jamais repris leur activité. Il y en a très peu qui ont repris une activité. Et là on s'est dit, il faut réagir. Donc il y a des groupes qui se sont créés, thématiques. Donc il y a l'EPI, c'est créé, dont j'étais le président. Donc c'était l'Association pour l'investigation historique des phénomènes insolites. On ne s'intéressait qu'au cas pré-arnoldien. Voilà. Je m'intéresse toujours. Hein. Donc mon vice-président c'était Michel Coste, on était bon, une dizaine de membres. Hein. Au mieux de notre forme, on était une dizaine de membres, c'est pas énorme. Hein. Voilà. Et il y a eu le CIRU, par exemple, donc le cercle informatique de recherche ufologique, c'était la première association qui était équipée de matériel informatique performant. C'était en 1984. Imaginez un peu le matériel informatique de l'époque. Hein, avec des imprimantes à aiguilles, etc. Il y a eu le groupe Contrôle. Alors le groupe Contrôle est directement une émanation du GEOS, de gens qui ont vécu Cergy Pontoise, qui ont enquêté sur Cergy Pontoise et qui ont été dégoûtés par l'attitude d'un certain nombre d'ufologues sur le terrain. Je récapitule, donc Michel Pissin, Bernard Charbonnier, Pierre-Jean Froment, et puis d'autres personnes dont j'ai un peu oublié le nom. Et c'est Philippe Harra, donc le principal enquêteur avec Michel Pissin. Et en fait, cette association s'appelait Contrôle, Groupe Contrôle. C'était pas un acronyme, c'était Contrôle sans eux, mais Contrôle. Et le logo, c'était un microscope. C'était regarder les choses dans le détail. C'était se battre contre l'ufologie mercantile. Donc en fait, il y a des groupes qui se sont développés dans les années 80. Il y a surtout ce qui s'est développé, quelque chose qui avait été créé en 78 dans le nord-est de la France, c'est le CNEGU. Donc le comité nord-est des groupements ufologiques. Donc dans lequel il y avait le Cercle Vosgien Lumière dans la nuit, le groupe 52-55,
le GPUN, donc le groupe privé ufologique nancéen, de Raoul Robé. Donc le 52-55, c'était les frères Thomé et Christine Zegart. Donc le CVLDLN, c'était François Diolèze, Gilles Munch et un certain nombre de personnes qui sont, dont certaines sont décédées. Il y avait aussi la CLE, donc au Luxembourg. Il y a eu la DRUP à un moment donné aussi, donc de Dijon. Voilà, donc ce groupe créé en 78, enfin ce groupe, ce comité régional regroupement des associations ufologiques, on a considéré au début des années 80 que c'était la taille la plus optimale pour travailler correctement. Échanger des données entre départements, travailler en groupe 3 fois par an dans des sessions où tout le monde pouvait se réunir, c'était très bien. Donc, ça c'était le CNEGU en 78. À peu près à la même époque se crée le CECRU. Le CECRU, c'est le Comité européen de recherche ufologique. Là, on essaye de regrouper dans cette association les groupes ufologiques européens. On n'a jamais vu le bout de la queue d'un non francophone. Il y a peut-être eu le CUFO de Suisse, qui était donc en Suisse alémanique. Mais c'est tout. Autrement, c'était que des groupes francophones. Des groupes français, essentiellement des groupes français. Il y a 90%. Un groupe luxembourgeois, un groupe suisse, donc qui était la SLEPS, avec M. Marinello. Et de leur côté, les Suisses, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la SCRU, l'Association suisse de recherche ufologique, qui était une sorte de FFU pour les Français, hein, la Fédération française d'ufologie. Bah, eux, c'était la SCRU. Donc ça fout un peu le bordel, c'est pour ça que le CECRU n'a jamais pu fédérer ce qu'il voulait fédérer, c'est-à-dire l'ufologie européenne. Donc ça a duré quelques années, hein, jusqu'au milieu des années 80, puis ça s'est cassé la figure. Voilà. Entre-temps, pendant que le CECRU faisait ses réunions régulières, il y avait 2 ou 3 réunions par an, je crois, le CNEGU continuait dans son coin. Même si des associations du CNEGU sont venues au CECRU voir ce que ça donnait, entre autres le GPUN de Raoul Robé, il y a eu ensuite la FFU qui s'est créée au sein du CECRU. Le CECRU a disparu, la FFU est restée. Elle a fait un congrès à Lyon en 83. Elle a essayé donc de fédérer les associations comme l'EPI, le GEPO de Thierry Rocher et de Ronald Juigne. Donc c'était le groupe d'études des phénomènes ovnis qui se situait dans la Loire, donc à Saint-Symphorien-de-Lay. Il y avait le groupe Contrôle, le CIRU va venir après, et en fait, très très vite, on s'aperçoit qu'on ne s'entend pas avec les gens de la FFU, parce qu'en fait, c'est plus médiatique qu'autre chose. C'est pas assez enquête de terrain, dénonciation du mercantilisme, etc. Donc on crée en 82 le CIGU, le Comité Île-de-France des groupements ufologiques, donc, dans lequel il y a le groupe Contrôle, le GEPO, donc c'est section Île-de-France. Après il ne restera plus que cette section, d'ailleurs celle de Saint-Symphorien-de-Lay va disparaître, l'EPI et le CIRU, ainsi que des indépendants, comme Geneviève Beduno par exemple. Qui ne s'appelait pas Geneviève Beduno à l'époque, mais qui s'appelait Anne Vève. C'était son pseudo. Je n'ai jamais connu son nom que 30 ans après. Après, donc, c'est une époque, donc les débuts des années 80, où cette reconstruction, il y a des associations qui ont survécu, hein, le Cercle Vosgien, le Cercle Lyonnais, la DRUP et d'autres ont survécu. Le Ouranos a survécu, et d'Ouranos va émerger un autre groupe qui s'appelle l'Institut mondial des sciences avancées, qui était donc une émanation d'Ouranos, qui lui, Ouranos avait à ce moment-là comme président, et là toujours actuellement, quelqu'un qui est très âgé aujourd'hui, qui a plus de 80 ans, facile, c'est Pierre Delval,
un monsieur avec une grande barbe, qui a fait que beaucoup de gens à cette époque-là, dans Ourano, se sont mis à avoir des grandes barbes et des cheveux longs, avec des costards cravates. Ça m'a toujours sidéré. Ils étaient en costard 3 pièces, donc avec des costards d'avocats et avec des barbes de patriarches. C'est très marrant. Donc en fait, cette idée de comité régional fait florès à travers la France. Très vite, le GEPSI en Bretagne crée le CUB, le comité ufologique breton, avec Thierry Larquet et Renaud Maric et puis d'autres partenaires. En Bourgogne, il y a une idée de faire un autre comité régional bourguignon, qui serait le CUB aussi, le comité ufologique bourguignon. Mais bon, ça ne voit pas le jour, ça reste à l'état de projet. Un autre projet, c'est en Pays de Loire, alors ça c'est un peu plus complet, c'est l'UAE-MEI. MEI, en fait, c'était un autre acronyme pour VNI, en fait, c'était Manifestation aérienne insolite. Donc voilà. Donc ce projet de groupement régional, où il y aurait eu LDLN 44, il y a eu une association au Mans aussi, le GRC, voilà, le groupe de recherche cosmographique du Mans, et d'autres petites associations et des individuels, donc comme à Orvaux, il y avait Daniel Odéon par exemple. Ça ne voit pas le jour non plus, ça reste aussi à l'état de projet. Alors le seul qui va vraiment donc voir le jour, c'est le CP-Ségu, c'est donc le comité Poitou-Charentes de recherche ufologique, ou de groupement ufologique, pardon, avec à la tête Pascal Grousset, qui est du Grémoc. Donc le Grémoc étant une association qui est située à Saint-Jean-d'Angély, donc au nord-ouest de la Charente-Maritime. Il y aura avec donc la deuxième association qui en fera partie, c'est le CERPI à Saintes, qui a aussi une antenne. Alors Saintes, c'est aussi en Charente-Maritime, c'est une sous-préfecture, la préfecture étant La Rochelle. Il a une antenne à Cognac, donc sous-préfecture de la Charente à ce moment-là. Et donc ces deux groupements vont créer et animer donc le CP-Ségu, qui publiera un bulletin qui aura 6 numéros avec des enquêtes de très grande qualité. Ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ce sont des contre-enquêtes et ce sont à terme des enquêtes sur des cas qui, deux cas inexpliqués, deviendront des cas expliqués. Que ce soit des cas liés à la rumeur ou des cas liés à des confusions. Même une RR3 à Doluche qui est une confusion. Voilà, il faudrait lire en détail l'enquête, mais c'est des très très bonnes enquêtes, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, donc tout le système des comités régionaux va s'arrêter là. On peut parler de projets de fédération dès les années 70 dans le sud-ouest de le sud-est de la France. Il y a 2-3 choses comme ça qui ont été totalement avortées. Donc il y a eu l'idée, on a couché des projets sur le papier, ça n'a pas été plus loin. Mais ça existait, quoi, je veux dire, malgré tout. Hein, ça n'a pas été très loin, ça a très vite capoté, même à savoir si ça a eu vraiment une existence réelle. Dans les années 80, il y a eu l'avènement en France en particulier par France Télécom, Minitel. du Minitel, parce que tu étais sur ta ligne téléphonique, que tu avais le Minitel, et grâce à ça, l'écran permettait d'avoir des infos. Il y avait l'annuaire téléphonique sur cet écran, tu avais des sites qui se sont créés, hein, SOS Amitié, donc Aide pour le sida par exemple, de ces années-là. Et puis après, elle s'est créé SOS OVNI. Il y a eu OVNItel aussi.
Il y a eu Alinéor CGU à Bordeaux. Tout ça, c'était des sites Minitel dévolus aux OVNI. Donc OVNItel, c'était le SERPA. SOS OVNI, bah, c'était l'AESV. Et c'est devenu à part entière une association, SOS OVNI, qui a donc édité la revue Phénoména, tandis que l'AESV éditait donc le OVNI Présence. Donc toutes ces associations qui étaient nées dans les années, certaines dans les années 70, mais d'autres dans les années 80, se sont très très vite mises à l'informatique, si j'ose dire, enfin aux prémices de l'informatique, aux prémices de l'informatique en ligne, donc de l'ancêtre, cet ancêtre d'Internet qui s'appelait le Minitel. C'est vrai que comment le Minitel a permis, par exemple, à SOS OVNI de récupérer des dizaines et des dizaines de cas, voire peut-être des centaines. Il y avait donc OVNItel avec le SERPA. Alors le SERPA c'était aussi allié avec le GNEOVNI du nord de la France, qui était lui un vieux groupe, c'était un groupe né dans les années 60, faut pas oublier. J'ai pas pu parler de tous les groupes non plus en détail. Je pourrais donner des noms, mais ça ne dira pas grand chose à tout le monde. Peut-être vous faire des choses un peu thématiques au niveau régional pour vous ayez une petite idée de ce que c'est. Donc en fait, le GNEOVNI s'est allié avec le SERPA pour OVNItel. Là aussi, ils ont récupéré pas mal de choses. Comme on a récupéré les archives du SERPA et de SOS OVNI, on sait quelle est la valeur du Minitel pour l'ufologie. On s'en rend bien compte à ce moment-là, en triant et en inventoriant les archives. Là, je vais vous donner quelques infos sur les répartitions géographiques des associations ufologiques françaises dans leur ensemble. Disons qu'il y a 3 régions qui se dégagent particulièrement. La région Île-de-France, bon, c'est la plus peuplée de France, ça paraît logique qu'il y ait plus d'associations qui soient créées donc dans cette région-là. Ensuite, c'est la région PACA. Donc la région PACA, c'est la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà. Et donc c'est vraiment la deuxième région où il y a beaucoup de groupes qui se sont créés. Alors est-ce que c'est parce que le ciel est plus bleu, et disons plus clair et plus dégagé, un plus grand nombre de jours par an, permettre plus d'observations, peut-être d'observation du ciel simplement, mais peut-être aussi une envie pour les gens de sortir voir le ciel et d'observer peut-être des choses bizarres. Je ne sais pas. Et la troisième région, c'est la région lyonnaise. Donc en fait, c'est les 3 grandes métropoles françaises. Il y en a d'autres, il y a Lille aussi, qui vient en 4e d'ailleurs, toute la région au Nord-Pas-de-Calais, près de la frontière belge là-bas, au nord de la France. C'est la 4e région, donc c'est une grosse métropole aussi. Alors on va dire que Lyon, c'est quand même la 3e. Et après, ce qui est très bizarre, c'est que Bordeaux, quand même, qui est donc sur la côte ouest de la France, à l'embouchure de la Garonne, n'est pas une... Il y a des associations, bien sûr, mais elle n'est pas dans le trio de tête. Difficile à expliquer. Je dirais que pourtant, dès les années 50, à la création du courrier interplanétaire, il y a eu un groupe d'amis du courrier interplanétaire qui s'est créé, enfin qui ne portait pas ce nom-là d'ailleurs, qui s'est créé à Bordeaux, sous l'égide d'un ufologue très connu qui est décédé en 98, qui s'appelait Louis Lacoste. Voilà, mais comme cet ufologue a été souvent avec le groupe Obris, le groupe Space, enfin, c'était pareil, le Space était l'espace en fait, était plus axé sur l'astronomie, et Louis Lacoste a dominé l'ufologie avec M. Duchâtel aussi. Ils ont dominé l'ufologie bordelaise pendant plusieurs décennies. Alors peut-être que ça est contraint ou ça a imposé peut-être à ceux qui voulaient créer quelque chose d'intégrer les associations déjà existantes, je ne sais pas. Alors que bon, dans d'autres régions, il y avait des associations existantes et ça n'a pas empêché d'autres associations de se créer. Là c'est bizarre, bon, il faudrait voir un peu une étude sociologique locale pour voir pourquoi.
Il n'y a pas eu autant d'associations dans le Bordelais que, par exemple, dans la région lyonnaise, ou dans la région de Marseille, ou dans la région parisienne. Mais ce qui est très étrange, effectivement, c'est que, par exemple, tout ce qui est dans la région bordelaise, à part la revue du Krebs, dont le nom, c'était le bulletin, je ne sais plus comment ça s'appelait, dans les années 90-2000, avec des couvertures, mais à rendre aveugle n'importe quel amblyopes, c'était terrible, avec des couleurs flashy, enfin un truc un peu atroce. C'est vrai que la région lilloise, il y a eu plusieurs associations, donc le Gnéovni à Lille, et le GERU. Donc le Gnéovni a commencé dans les années 60. Hein. Le GERU a été créé en 74 et un peu décalé donc à Boulogne-sur-Mer. Là, c'est en 70 que Claude Plessis crée son association qui s'appelle le CEPS. Après, il y a des cercles LDLN aussi, celui de Jean-Marie Bigland par exemple, qui rejoint ensuite le Gnéovni, antenne donc qui devient une antenne de LDLN, et dont les enquêtes sont publiées dans la revue du Gnéovni, mais également dans LDLN. Dans l'est de la France, bon, il y a pas mal de choses qui sont créées, hein, le GPUN à Nancy, LDLN 88 dans les Vosges, qui va devenir ensuite le Cercle Vosgien Lumière dans la nuit, publié une revue qui s'appelait La Ligne Bleue survolée, parce que comme c'était le Cercle Vosgien dans les Vosges, on dit toujours la Ligne Bleue des Vosges, voilà, donc c'était la Ligne Bleue survolée. Plusieurs associations en Alsace, dans les années 70 aussi, et là il y a une particularité, c'est que une commune a prêté à l'une des associations un local très original, c'est-à-dire un blocos de la Deuxième Guerre mondiale. Blocos, pour ceux qui ne savent pas, c'est un édifice militaire blindé, bétonné, hein, en béton armé, à l'intérieur duquel il pouvait y avoir un état-major, il pouvait y avoir des pièces d'artillerie, donc avec des meurtrières, voilà. Les Allemands en ont construit beaucoup sur la côte atlantique, sur la côte de la Manche, ça n'a pas empêché le débarquement du 6 juin 1944. Il y a des régions françaises, même si je dis que tous les départements français ont eu leur association dans les années 70, il n'empêche qu'il y a une poignée de départements, une dizaine, je dirais, sur 95, qui n'ont eu qu'une ou deux associations qui se sont développées, qui ont perduré chez eux. Il faut savoir qu'il y a eu des grosses associations en dehors de LDLN, du GEPA, enfin des cercles LDLN et du GEPA qui se sont constitués en France, en particulier l'ADEPS, donc l'association d'études et l'association de détection et d'études des phénomènes spatiaux, voilà exactement. Et des gens qui en faisaient partie étaient axés sur la détection. Et il y a eu deux entités, disons, tout à fait indépendantes, l'ADEPS Méditerranée et l'ADEPS Atlantique. L'ADEPS Méditerranée, à elle toute seule, s'est targuée d'avoir 400 adhérents, ce qui est quand même pas négligeable. Ils avaient une revue qui s'appelait Spatial, qui a eu une trentaine de numéros, si je ne m'abuse. Alors il y a eu une autre grosse association régionale qui s'est appelée l'AMT, l'Association des Amis de Marc Thirouin. Ben, pourquoi les Amis de Marc Thirouin? Donc, comme je vous l'ai dit à un moment donné, Marc Thirouin était le fondateur en 1951 d'Uranos. Donc il habitait en région parisienne, à Bondy. Marc Thirouin déménage à Valence dans les années 60, je crois. Décède en 1972, donc il était déjà malade des bronches, donc d'une insuffisance respiratoire, si je ne m'abuse. Mais préalablement, selon la légende, je vais dire maintenant selon la légende, parce que vous allez comprendre pourquoi, il détruit ses archives, ou tout du moins une partie de celles-ci. On parle des courriers, on parle de tas de choses. Bon. Donc, face à cette destruction, le sceau n'existe pas, le sceau va être créé en 1990.
des ufologues qui faisaient partie d'Uranos, entre autres, mais pas seulement, se réunissent et créent l'AMT. Donc là, c'est en 1974 par là, ou 73, je ne sais plus. Il faudrait voir un peu les informations qu'on a dans la base de données du Sceau. Et ils essayent de récupérer une partie des archives de Marc Théroin. Ils en récupèrent une petite partie, mais non négligeable quand même. Entre autres, tous les dossiers de coupure de presse. Donc, et dont des dossiers de coupure de presse exclusivement anglo-saxonnes, et d'autres, des coupures de presse françaises, depuis les années 50. Donc très intéressant, hein. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de journaux, beaucoup de titres de presse différents qui sont... Mais bon, ce n'est pas de l'exhaustif, c'est juste, je dirais, du picorage. Un tel a vu un article, il l'a découpé, il l'envoie à Uranos, qu'il compile, etc., etc. On a récupéré ces archives, donc elles ne sont pas détruites, on les a pensées détruites, mais le Sceau les a récupérées sous forme de copies, parce qu'en fait, la personne qui nous les avait confiées n'avait fait que de nous les prêter. Donc on a tout, à l'époque, on n'avait pas encore de scanner, on a tout photocopié, les revues et tout ça, et tout a été photocopié. On avait déjà des imprimantes, donc les couvertures couleurs ont été imprimées à l'imprimante pour garder donc des traces de ça, des petits scans, mais on n'avait pas de gros scans pour faire ça à la chaîne et en grande quantité. Maintenant, on a ce qu'il faut au Sceau, on a une énorme machine qui nous permet de scanner à l'infini en couleur avec OCR et compagnie. Voilà, c'est une machine professionnelle, une Canon, gros modèle. Hein. Donc les amis de Marc Théroin, donc ça a été une grosse association à laquelle avait adhéré Michel Figuet, un des ufologues emblématiques en France des années 70, 80, 90. Un grand enquêteur, il a publié donc le premier rapport des rencontres rapprochées en France avec Jean-Louis Ruchon. Jean-Louis Ruchon était un journaliste de Radio Monte-Carlo, si je ne m'abuse. Et donc Michel Figuet a créé le fichier Francat, donc le catalogue français de toutes les rencontres rapprochées, avec celles qu'il avait enquêtées, celles qui avaient été expliquées et celles qui n'avaient jamais été enquêtées. Donc on parlait du SIGU tout à l'heure. Le SIGU avait publié la liste des enquêtes prioritaires sur les rencontres rapprochées en France, donc où il y avait quand même plus d'une centaine de cas qui n'avaient jamais été enquêtés. Donc vraiment un enquêteur hors pair, vraiment la personne vraiment, je dirais, très minutieuse, qui ne laissait pas passer une information, qui n'oubliait pas de poser les bonnes questions. Je pense que beaucoup d'enquêteurs actuellement pourraient s'en inspirer. Et donc, Michel Figuet, avec André Chalouin, un ufologue, lui, déjà, qui avait été actif dès les années 50. Alors, je ne sais pas dans quelle association, mais il a été... c'est quelqu'un qui était très âgé dans les années 70, donc il est décédé dans les années 90. Il avait 90 ans passés. Hein. Voilà, donc l'AMT était dirigée par Michel Dorier et David Duquesnoy. Et donc là est décédé de mort violente, si j'ose dire, dans les années 90, et le second est décédé de maladie dans les années 2000, malheureusement, et le Sceau a pu récupérer, par l'intermédiaire d'une tierce personne, donc récupérer, enfin se faire prêter un grand nombre d'archives provenant de l'AMT, dans la première décennie des années 2000, tout scanner un certain nombre de choses qui étaient importantes, et puis photocopier le reste. Ça nous a permis, par exemple, d'avoir une grosse collection de numéros d'Uranos et de la revue de l'AMT également, que nous n'avions pas. Et du coup, ça a permis de les scanner par la suite entièrement,
et de les fournir à Isaac Coy pour que ce soit mis en ligne au niveau grand public par l'AFU, l'association suédoise, donc qui sauvegarde aussi les archives comme le Sceau. Donc l'AFU a mis ça en ligne grâce au scan que nous avions fait et par l'intermédiaire d'Isaac Coy, qui est un ufologue britannique. Voilà. Nous continuons d'ailleurs à fournir des documents à Isaac Coy pour que ce soit diffusé ensuite, que ce soit mis en ligne sur le serveur de l'AFU. Je remercie Gilles Durand de vous avoir partagé l'histoire des associations ufologiques en France de 1949 aux années 80. Je vous donne rendez-vous à la prochaine interview des Mémoires de l'ufologie. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV.